En 1978, la petite commune de Saint-Aubin-des-Bois-Nichés, dans la campagne française, ce village n'apparaissait sur aucune carte touristique et ne suscitait aucune curiosité au-delà des limites de sa forêt. Entouré d'une forêt ancienne, dense et irrégulière, il vivait au rythme de routines immuables, modeste récolte, élevage, messe du dimanche et un silence trop long pour les étrangers. La forêt n'était pas qu'un simple paysage, elle était une présence constante, définissant ce qui pouvait et ne pouvait être exploré. C'est là que le famille Morel-Île a disparu sans laisser de traces. Jean Morel, un ouvrier d'une scierie locale, sa femme Claire, une institutrice et ses 2 enfants, Luc, 9 ans, et Émilie Île, étaient 6 à vivre dans une maison modeste en bordure de forêt. Ni isolés ni excentriques, ils payaient leurs impôts, saluaient leurs voisins et allaient à la boulangerie tous les matins. Rien, absolument rien, ne laissait présager qu'une nuit d'octobre. Ils disparaîtraient. La disparition a été découverte par hasard. Claire n'était pas à l'école, Jean n'était pas arrivé au travail, les enfants n'ont pas été vus à leur endroit habituel, attendant le bus scolaire. À la tombée de la nuit, un voisin est entré dans le jardin des Morel et a trouvé la porte d'entrée déverrouillée, la table mise pour le dîner et une poêle encore sale sur le feu. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun mot, aucun objet de valeur ne manquait. L'enquête initiale a envisagé la possibilité d'une fugue familiale. Cette hypothèse s'est rapidement écartée. Passeports intacts, comptes bancaires inactifs, vêtements et documents encore dans les placards. La police a perquisitionné la maison, interrogé les habitants et exploré les sentiers forestiers. Rien n'a été trouvé, aucune trace de pas cohérente, aucun indice ne laissait penser qu'elle se trouvait hors du village, ni même dans les bois. L'affaire s'est apaisée en quelques mois. Avec le temps, Saint-Aubin-des-Bois a tourné la page. La maison Morel fut vendue, rénovée, puis oubliée. Le nom de famille n'était plus qu'un souvenir douloureux, évoqué à voix basse lorsqu'on osait parler de la forêt. Des lieux étaient désormais désertés, des sentiers abandonnés, des endroits où le silence semblait plus pesant. 20 ans se sont écoulés. En 1988, Mathieu Renaudil était arrivé dans la région pour travailler comme bûcheron saisonnier. Il avait 42 ans, les mains marquées par la hache, et sa vie était rythmée par de courts trajets et des contrats interminables. Il n'était pas un habitant du village, mais pas non plus un étranger curieux. Son objectif était simple, abattre les arbres désignés, respecter les délais, éviter les problèmes. Mathieu travaillait seul, préférant les zones à l'écart des sentiers battus. Cette semaine-là, il obtint l'autorisation d'explorer une partie de la forêt, considérée comme improductive depuis des décennies. Vieux arbres, terrain accidenté, accès difficile. Personne ne s'y opposa. Au contraire, un certain soulagement silencieux se fit sentir lorsqu'il annonça l'endroit où il comptait travailler. Le 3e jour passé dans cette zone, la hache a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Le bruit n'était pas celui du bois qui se brise, mais celui d'un métal creux, étouffé par la terre. Mathieu s'arrêta, persuadé d'avoir heurté un vestige d'ancien campement. Il s'agenouilla, écartant les feuilles mortes et les racines superficielles. Le sol s'affaissa légèrement sous son poids, comme s'il reposait sur quelque chose d'étranger à la forêt. Il creusa prudemment. Sous une couche de terre compactée d'environ un demi-mètre, une surface plane de béton ancien affleurait. Aucune trace récente, seulement de la mousse et de vieilles fissures. La structure semblait délibérément enfouie, dissimulée avec patience et méthode. Ce n'était pas une dalle ordinaire, elle présentait un bord net, un contour trop précis pour être fortuit. Mathieu ressentit un malaise difficile à nommer. Pas de peur, pas encore. Quelque chose qui s'apparentait à une intuition physique, un avertissement silencieux. Il nettoya une autre partie et découvrit un anneau de fer rouillé, fixé au béton. C'était un couvercle, un sous-sol, enfoui au cœur de la forêt dense. Aucun bâtiment visible aux alentours, aucune maison en ruine, aucun chemin qui justifierait une telle construction. La forêt semblait intacte depuis des décennies.
Les arbres débordaient sur les lisières, leurs racines s'entremêlant comme pour protéger ce qui se trouvait en contrebas. Mathieu se leva et observa les alentours. Le vent peinait à traverser les arbres. Le chant des oiseaux était rare. La lumière de fin d'après-midi n'atteignait pas entièrement le sol. C'était comme si cet endroit précis était isolé du reste du monde. Il n'a pas ouvert le couvercle ce jour-là. Il recouvrit à nouveau l'endroit, marquant discrètement un arbre voisin. Il regagna sa cabane de fortune avec l'impression persistante d'avoir franchi une frontière invisible. Au village, alors qu'il faisait ses provisions, il mentionna nonchalamment sa découverte à un vieux marchand. L'homme n'a posé aucune question. Il est resté silencieux bien trop longtemps. Lorsqu'il a finalement pris la parole, il a changé de sujet. Cette nuit-là, Mathieu dormit mal. Il rêva de portes s'ouvrant vers le bas, d'escaliers sans fin, de voix qui ne demandèrent pas d'aide, mais attendaient simplement d'être entendues. À l'aube, il décida de retourner sur les lieux. Non par curiosité professionnelle, mais par un besoin difficile à expliquer. Il ignorait encore que la structure enfouie était liée à une ancienne disparition. Il ignorait aussi qu'en ouvrant cette cave, Saint-Aubin-des-Bois serait contrainte d'affronter une vérité qu'elle avait passé 20 ans à tenter d'enfouir sous la terre. Saint-Aubin-des-Bois entretenait une relation ambiguë avec la forêt. Elle fournissait du bois, du gibier occasionnel et un sentiment de protection naturelle contre le monde extérieur. Mais elle imposait aussi des limites bien définies. Certains endroits n'étaient fréquentés que par nécessité, d'autres avaient tout simplement disparu de l'imaginaire collectif. Les sentiers empruntés dans la jeunesse de certains anciens s'évanouissaient sans cérémonie, engloutis par la végétation et les facilités de l'oubli. Mathieu Renaud s'en est aperçu dès les premiers jours. Ce n'était pas dit ouvertement, mais cela transparaissait dans les silences, dans les regards fuyants, lorsqu'il évoquait le secteur où il travaillait. La carte fournie par la mairie indiquait que la zone était une forêt commune, mais aucun autre bûcheron n'y avait exploité cette parcelle ces dernières années. Non pas par manque de bois, mais en vertu d'une sorte d'accord tacite que personne ne prenait la peine d'expliciter. Le village comptait moins de 800 habitants. Des maisons de pierre bordaient une rue principale étroite avec des fenêtres basses et des toits anciens. Le temps semblait s'y écouler lentement, non par charme, mais par habitude. Le café du village servait toujours les mêmes boissons, et la cloche de l'église sonnait les heures avec une précision presque excessive, comme pour rappeler à chacun que le temps continuait de passer, malgré les apparences. Parmi les résidents, certains noms se sont démarqués. Henri de la Tour, l'ancien maire, désormais retraité, était connu pour sa mémoire détaillée et pour éviter de parler du passé récent. Marie Lefebvre, la boulangère, observait plus qu'elle ne commentait, mais elle savait exactement qui entrait et sortait du village. Il y avait aussi Étienne Caron, garde forestier, pendant plus de 30 ans, officiellement chargé de patrouiller des zones qu'il visitait rarement. Ces personnes n'étaient pas des adversaires déclarés, mais formaient un réseau de surveillance discret et informel. Elles ne protégeaient pas un secret précis, mais la stabilité. Saint-Aubin-des-Bois avait survécu en ignorant certaines questions, et cela se reflétait dans la réaction des habitants face à toute tentative de fouiller le passé. La forêt, quant à elle, n'était pas homogène. Certaines zones présentaient de jeunes arbres, fruits d'exploitation récente. D'autres semblaient trop vieilles, avec des troncs épais, des racines apparentes et un sol sombre, compact, presque hostile. L'endroit où Mathieu avait trouvé la cave se situait dans l'une de ces zones plus anciennes, où la croissance semblait avoir été interrompue et reprise à plusieurs reprises, comme si le terrain avait été remué par le passé. Mathieu n'était pas du genre à spéculer. Il avait grandi dans des régions rurales semblables, apprenant très tôt à respecter ce qu'il ne comprenait pas. Pourtant, cette structure enfouie contredisait tout ce qu'il savait des constructions improvisées. Le béton était épais, bien moulé, manifestement conçu. Il ne convenait ni à des campements temporaires, ni à des abris de chasse. Il décida de se renseigner discrètement. Tout a commencé avec Étienne Caron, sous prétexte de confirmer les limites d'exploration.
Le garde forestier écoutait attentivement, répondait objectivement, mais manifestait un certain malaise lorsque Mathieu évoqua la partie la plus profonde de la forêt. Il se contenta de dire que, des décennies auparavant, diverses activités s'y étaient déroulées, sans préciser lesquelles. Il recommanda la prudence, non pas en raison d'un danger immédiat, mais par respect pour le terrain. La réponse ne satisfit pas Mathieu, mais elle confirma son soupçon, quelqu'un en savait plus. Peu à peu, des fragments du passé commencèrent à refaire surface. Une remarque interrompue à la boulangerie. Un changement de ton lorsqu'on prononçait le nom Morel, même rarement. On ne se souvenait pas de la famille disparue comme de victime directe, mais comme d'un événement gênant, quelque chose qui avait suffisamment perturbé le rythme du village pour y semer le trouble. Jean Morel, apprit Mathieu, était perçu comme réservé, travailleur, mais peu sociable. Claire, en revanche, s'intégra facilement, mais avait posé trop de questions sur les anciens dossiers scolaires et les propriétés abandonnées. On se souvenait vaguement des enfants, comme de tous les autres, sans qu'aucun souvenir particulier ne leur soit associé. Rien de tout cela n'expliquait la présence du sous-sol. Le contexte français de l'après-guerre imprégnait encore les mentalités locales. On observait une méfiance envers les autorités extérieures, une tendance à résoudre les problèmes en interne, et un silence hérité de décennies où trop parler pouvait avoir des conséquences. Saint-Aubin-des-Bois ne faisait pas exception. La ville conservait ses propres limites morales et ses propres tabous. Mathieu commença à sentir que sa présence changeait subtilement quelque chose, non pas une hostilité ouverte, mais une surveillance accrue. Les conversations s'interrompaient dès qu'il s'approchait. Les invitations se faisaient rares. Il ne se sentait pas menacé, simplement isolé. Pendant ce temps, la forêt restait indifférente. À la fin de la semaine, Mathieu retourna au sous-sol. Il retira la bâche de fortune et nettoya de nouveau la surface en béton. L'anneau de fer résista à la première tentative de déplacement. Le métal grinça, son écho résonnant étrangement entre les arbres. Le son semblait porter plus loin qu'il n'aurait dû. Il s'arrêta. Le poids de cet espace souterrain résidait non seulement dans sa structure physique, mais aussi dans ce qu'il représentait. Il ne s'agissait pas d'une simple découverte archéologique fortuite. C'était un fragment d'intention humaine, dissimulé avec soin, temps et effort. Quelqu'un souhaitait qu'il tombe dans l'oubli, et forcément quelqu'un savait ce qui se trouvait là-dessous. Mathieu décida de ne pas signaler officiellement la découverte de la cave, du moins pas immédiatement. La réaction évasive des habitants et le manque apparent de curiosité des autorités locales le convainquirent qu'une annonce officielle entraînerait des retards, des lourdeurs administratives, voire pire, la disparition silencieuse du problème. Il choisit d'agir avec prudence, retournant régulièrement en forêt, observant si quelqu'un le suivait ou manifestait un intérêt pour l'endroit. Les jours suivants, de petits obstacles commencèrent à apparaître. L'accès à la zone était entravé par des arbres récemment marqués de peinture rouge, indiquant des coupes futures non consignées dans ces registres. Plus loin, il constata que ses outils avaient été déplacés, comme si quelqu'un avait saccagé son atelier. Rien n'était suffisamment flagrant pour être considéré comme une menace, mais le schéma était clair, sa présence était surveillée. Parallèlement, Mathieu commença à remarquer de subtils changements dans les comportements des villageois. Étienne Caron intensifia ses patrouilles à des heures inhabituelles. Henri de la Tour recommença à fréquenter le café du village, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années, observant discrètement les allées et venues. La normalité ne persistait qu'en surface, entretenue par des gestes automatiques et des conversations banales. Déterminé à poursuivre, Mathieu prit les outils nécessaires pour ouvrir la trappe de la cave. Il travailla rapidement, conscient que le bruit pourrait attirer l'attention. Le béton céda sous la pression, révélant un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. L'air qui s'en échappa était froid, humide, chargé d'une odeur ancienne, difficile à identifier, mais indéniablement humaine. Il n'y descendit pas alors. Il mémorisa chaque détail et referma la structure. La décision d'entrer exigeait plus que de la simple curiosité. Elle nécessitait de la préparation et des témoins.
Malgré tout, le simple fait de savoir ce qui se trouvait là commença à l'affecter. Son sommeil devint irrégulier. Les bruits habituels de la forêt lui semblèrent soudain déplacés. Le sentiment d'avoir franchi une limite s'intensifia. Mathieu a cherché de l'aide en dehors du village. Il a téléphoné à un ancien collègue qui travaillait désormais pour une entreprise de prospection environnementale et lui a décrit la structure sans préciser son emplacement exact. La réponse fut prudente. Toute construction souterraine non déclarée nécessiterait une évaluation officielle, mais la procédure pouvait prendre des mois. Le conseil implicite était de ne pas trop s'impliquer. Entre-temps, des informations plus concrètes sur le passé ont émergé. Marie Lefebvre, après avoir fermé la boulangerie, a mentionné nonchalamment qu'à l'époque de la disparition de la famille Morel, des recherches avaient été menées sans être officiellement consignées. Des volontaires étaient entrés dans la forêt sans concertation, avaient trouvé des choses étranges et avaient reçu l'ordre de ne plus y penser. Ce commentaire fut suivi d'un silence, comme si elle avait franchi une limite. La tension monta lorsque Mathieu découvrit des traces récentes près de la cave, des empreintes partiellement effacées, des branches cassées artificiellement. Quelqu'un était revenu sur les lieux après des années. Cette découverte transforma son enquête silencieuse en un conflit direct, quoique sans confrontation visible. Il ne s'agissait plus de mettre au jour le passé, mais de comprendre qui, dans le présent, voulait le laisser enfoui. Mathieu se mit à tout consigner dans un carnet. Date, heure, comportement, détails de la forêt. Il savait qu'en cas de problème, il lui faudrait laisser des traces. Cette attitude, bien que prudente, l'isola davantage. Le village réagit en prenant ses distances, comme s'il était un élément perturbateur à neutraliser en s'éloignant simplement. Le conflit central se dessinait clairement. Il ne s'agissait plus seulement d'un conflit entre Mathieu et un mystère concret, mais d'un conflit entre lui et toute une communauté qui avait choisi l'oubli. Chaque avancée menaçait de briser un équilibre fragile maintenu depuis des décennies. La forêt, jadis simple décor, devenait le théâtre d'une lutte symbolique entre mémoire et silence. La pression s'est accrue lorsque Mathieu a reçu un avertissement informel de la mairie, faisant état d'irrégularités dans son contrat. Rien de concret, mais suffisant pour le fragiliser. Il comprenait que le temps jouait contre lui. Plus il tardait, plus il serait facile de le congédier sans explication. Déterminé à agir, Mathieu décida de descendre à la cave le lendemain matin, seul, avant l'aube. Il se prépara avec le strict minimum, une lampe torche puissante, une corde et un appareil photo. Il savait qu'il franchirait un point de non-retour. La découverte de ce qui se trouvait en dessous pourrait soit confirmer ses craintes, soit les dissiper complètement. Cette nuit-là, la forêt semblait plus silencieuse que jamais. Pas un souffle de vent. Aucun animal en vue. Juste cette impression persistante que quelque chose allait se révéler. Mathieu ignorait ce qu'il allait découvrir, mais une chose était sûre, le conflit ne pourrait plus être contenu. Le passé de Saint-Aubin-des-Bois était sur le point de ressurgir, et certains seraient prêts à tout pour l'empêcher. L'aube enveloppait encore Saint-Aubin-des-Bois lorsque Mathieu quitta sa cabane pour se diriger vers la forêt. Ce n'était pas seulement la cave qui l'avait ému ce matin-là, mais l'ensemble des petits signes accumulés au fil des semaines. Le village, jadis indifférent, réagissait désormais comme un organisme fragilisé, révélant des fissures internes qui allaient bien au-delà de la disparition de la famille Morel. L'une de ces fissures apparut chez Étienne Caron. Le garde forestier se mit à surgir dans des endroits improbables, gardant toujours une distance suffisante pour que cela paraisse fortuit. Un jour, Mathieu remarqua qu'Étienne boitait légèrement, comme s'il souffrait d'une vieille blessure. Interrogé d'un ton désinvolte, il répondit que c'était la conséquence d'un accident survenu en forêt des années auparavant, lors d'une fouille non officielle. Il ne donna pas de détails, mais la gêne était manifeste. Une autre intrigue secondaire émergea, impliquant Henri de la Tour. L'ancien maire avait entrepris de consulter d'anciens dossiers à la mairie, ce qui attira l'attention de Marie Lefebvre. Elle remarqua que des documents des années 70 étaient en cours de réorganisation.
certains étant même mis de côté pour entretien. Cette agitation bureaucratique semblait déplacée dans un si petit village, suggérant une tentative tardive de maîtrise du récit. Marie, quant à elle, commença à se comporter de manière ambiguë. Alors qu'auparavant elle se contentait d'observer, elle posait désormais discrètement des questions à Mathieu, cherchant à évaluer ce qu'il savait. À un moment donné, elle mentionna que Claire Morel avait l'habitude de fréquenter la boulangerie après l'école, toujours intéressée par les conversations sur les propriétés abandonnées et les vieux conflits fonciers. Cela indiquait que la disparition n'était pas un événement isolé, mais le résultat de tensions préexistantes. La forêt a également révélé ses propres complexités. Mathieu a découvert des traces d'anciennes clôtures, enfouies sous la mousse et les feuilles, délimitant des zones qui ne figuraient pas dans les documents officiels. Cela laissait supposer d'anciens conflits territoriaux, peut-être liés à des usages non déclarés des terres. Le sous-sol pourrait n'être qu'un élément d'un système plus vaste, conçu pour rester invisible. Ces intrigues secondaires s'entremêlaient sous la pression croissante du temps. Le contrat de Mathieu arrivait à échéance et le conseil municipal ne manifestait aucun intérêt pour son renouvellement. Il savait que son séjour dans la région était compté. Chaque jour perdu réduisait ses chances de révéler la vérité. Dans le village, des rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que Mathieu cherchait quelque chose qui ne le concernait pas. D'autres laissaient entendre qu'il était peut-être déséquilibré. La stratégie n'était pas de le confronter, mais de le discréditer préventivement. Cela rendait d'autant plus urgent d'agir sur la base de preuves concrètes et non de simples soupçons. Parallèlement, une relation improbable commença à se nouer entre Mathieu et une jeune archiviste temporaire de la mairie, Sophie Lambert venue d'une autre ville. Elle ne partageait pas le pacte de silence local. Remarquant des lacunes dans les archives, il fit remarquer à Mathieu que des pages avaient été arrachées et des dates modifiées. Malgré sa prudence, Sophie fournit un indice crucial. Un rapport de 1978 mentionnait des structures irrégulières dans la forêt, mais avait été classé sans suite. Cette découverte établissait un lien direct entre la cave et la disparition de la famille Morel, renforçant l'hypothèse d'une participation active du village à la dissimulation. L'intrigue secondaire de Sophie ajoutait une dimension de risque, sa curiosité pouvant aussi l'isoler ou la pousser à subir des pressions. Entre-temps, Étienne Caron commença à manifester des signes de conflit intérieur. Une nuit pluvieuse, il apparut près de la cabane de Mathieu, visiblement troublé. Il ne menaça ni n'exigea rien. Il dit simplement que certaines choses, une fois enfouies, ne devaient pas être déterrées, car elles appartenaient non seulement au passé, mais aussi à ceux qui y avaient survécu. Cette phrase, vague et empreinte de culpabilité, laissait entendre qu'Étienne n'en savait plus qu'il ne l'admettrait jamais. Ces intrigues secondaires convergeaient vers un seul point. Le sous-sol n'était pas une erreur isolée, mais le fruit d'une décision collective prise des décennies auparavant. Chaque personnage portait une part de ce poids, qui se manifestait par des silences, des omissions et de petits actes de résistance. La pression du temps atteignit son paroxysme lorsque Mathieu reçut la notification officielle de la rupture anticipée de son contrat. Il ne disposait que d'une semaine pour quitter la région. L'échéance impérative transformait chaque action en un choix définitif. Il n'y aurait plus de temps pour des investigations progressives ni pour la recherche d'un consensus. Ce matin-là, en s'approchant de nouveau de la cave, Mathieu eut le sentiment de ne pas seulement percer un mystère matériel, mais de traverser les strates émotionnelles de toute une communauté. Les intrigues secondaires, auparavant éparses, s'alignaient désormais comme des rouages sur le point de s'enclencher. Le passé se pressait contre le présent, et la forêt silencieuse semblait attendre le moment où toute la vérité éclaterait. À l'aube, Mathieu était agenouillé devant la cave, les mains couvertes de terre et le cœur battant la chamade, à un rythme qu'il s'efforçait de maîtriser. La forêt demeurait immobile, comme si elle attendait ce geste précis.
Il souleva la dalle de béton avec un effort soutenu, le craquement résonnant entre les arbres centenaires. L'ouverture révéla l'étroit escalier, descendant abruptement dans une obscurité compacte, presque aveuglante. Mathieu descendit prudemment, comptant instinctivement ses marches. L'air se refroidissait à chaque pas, lourd d'humidité et d'une vieille odeur métallique. La lampe torche éclairait les murs de béton brut, marqués de fines fissures et de taches sombres. La construction n'était pas improvisée. Chaque détail témoignait d'une planification, d'un investissement et d'une volonté de pérenniser l'ouvrage. Arrivé au fond, il découvrit un espace rectangulaire, divisé en 2 compartiments par une cloison. Le premier était vide, à l'exception d'étagères rouillées et de chaînes fixées au mur. Le second, partiellement dissimulé, contenait quelque chose qui défiait toute interprétation rationnelle. Il y avait des effets personnels, des vêtements d'enfants pliés avec un soin excessif, des petites chaussures alignées, un sac à dos d'écolier où était inscrit le nom « Luc » à l'encre délavée. Le choc fut physique. Mathieu sentit son estomac se nouer avant même d'en saisir le sens. Il ne s'agissait pas simplement de preuves abandonnées, mais d'une tentative délibérée de préserver une apparence de normalité dans cet espace souterrain. Quelqu'un voulait maintenir une routine là où il n'y en avait pas. Au fond du compartiment, une armoire métallique attira son attention. Fermée à clé, elle était pourtant suffisamment rouillée pour céder sous quelques coups. À l'intérieur, Mathieu découvrit des carnets, des feuilles volantes et un vieux magnétophone portable. Les notes étaient celles de Claire Morel. Elle y avait consigné des observations sur le village, des conflits fonciers, des réunions informelles et, surtout, sur un petit groupe d'habitants qui prenaient les décisions en dehors de toute instance officielle. La révélation capitale était là. La famille Morel n'avait pas disparu par hasard et n'était pas non plus victime d'un individu isolé. Claire avait découvert l'existence d'une zone utilisée clandestinement depuis des décennies pour des entrepôts et des activités illégales, tolérées au nom de la stabilité économique locale. En insistant pour la dénoncer, elle était devenue une menace collective. L'enregistreur a confirmé le reste. Le dernier enregistrement captait des voix étouffées, des discussions tendues et une décision prise par consensus forcé. Aucune violence explicite n'était perceptible dans l'enregistrement, seulement la froideur bureaucratique de ceux qui croyaient protéger une cause supérieure aux individus. La famille avait été temporairement confinée, d'après les voix, jusqu'à ce que la situation soit réglée. Elle n'a jamais résolu ses problèmes. Mathieu comprit que la cave n'avait pas seulement été un lieu de confinement, mais aussi d'attente. Une attente qui s'étira jusqu'à devenir irréversible. Le tournant ne fut pas seulement la découverte du sort des Morel, mais la prise de conscience que tout le village avait soutenu cette décision, directement ou indirectement. Le bruit de pas à l'étage interrompit ses pensées. Quelqu'un approchait. Mathieu éteignit sa lampe torche et se plaqua contre le mur, sentant le poids de cette révélation se mêler au danger imminent. Le couvercle bougea de nouveau et une silhouette descendit partiellement l'escalier. Era Étienne Caron. Le garde forestier s'arrêta sur la dernière marche, observant les lieux d'un air mêlant résignation et crainte. Il ne laissa paraître aucune surprise. Il confirma simplement, en silence, que cet endroit n'avait jamais été complètement oublié. Sa présence transforma la découverte en une confrontation inévitable. Étienne parla peu. Il admit avoir participé à la surveillance initiale, convaincu que tout serait temporaire. Il expliqua que le consensus avait été imposé par quelques-uns, mais accepté par beaucoup. La forêt avait été une complice silencieuse, dissimulant ce que le village ne voulait pas voir. Le coup de théâtre final survint, lorsqu'Étienne révéla que la famille Morel n'était pas la seule à avoir disparu. D'autres affaires mineures avaient été résolues de la même manière, effacées avant même de poser problème. La cave était simplement la mieux conservée. Mathieu comprit alors que sa découverte menaçait bien plus que de simples souvenirs. Elle mettait en péril l'identité construite de Saint-Aubin-des-Bois. Le silence n'était pas seulement une protection, il était fondamental.
En le révélant, il anéantirait le récit collectif. Lorsque Mathieu réapparut, porteur de preuves irréfutables, la forêt ne sembla plus neutre. Le point de non-retour était atteint. Il n'y avait plus place pour l'hésitation, ni pour le retour en arrière. Le passé avait refait surface, et les conséquences seraient inévitables pour tous ceux qui y étaient impliqués. Le retour de Mathieu à la surface ne lui apporta aucun réconfort. La forêt semblait identique, mais sa perception avait irrémédiablement changé. Chaque arbre, chaque sentier effacé, portait désormais le poids d'un choix collectif mûri pendant plus de 20 ans. Il quitta les lieux rapidement, conscient que son départ du sous-sol n'était pas passé inaperçu, même sans signe visible de surveillance immédiate. Dans le village, les conséquences commencèrent à se manifester presque insidieusement. Il n'y eut ni annonce, ni confrontation directe, mais la tension devint palpable. On évitait de se regarder. Les conversations s'interrompaient dès que Mathieu entrait dans un établissement. Le silence, d'abord passif, prit alors une tournure défensive, comme si chaque habitant pressentait que l'équilibre était menacé. Étienne Caron fut le premier à réagir concrètement. Le lendemain, il demanda un arrêt maladie à durée indéterminée. Son absence fut remarquée, mais pas commentée. Pour beaucoup, il incarnait la frontière entre ce qui avait été fait et ce qui pouvait encore être maîtrisé. En se retirant, il laissa un vide gênant, révélant la fragilité de la structure informelle qui avait permis de préserver le secret. Henri de la Tour, quant à lui, intensifia sa présence. Il commença à circuler plus fréquemment dans le village, conversant discrètement avec d'anciens alliés. Son objectif n'était pas de nier le passé, mais d'influencer la réaction qu'il suscitait. Le discours sous-jacent était celui de l'endiguement. Éviter les autorités extérieures, discréditer Mathieu, gagner du temps. Cette stratégie reflétait une mentalité ancienne, fondée sur la conviction que les crises pouvaient être absorbées si on ne les nommait pas. Marie Lefebvre laissait transparaître un conflit intérieur. Le savoir fragmentaire qu'elle possédait se heurtait désormais à la réalité concrète de la découverte. Elle n'affronta pas Mathieu, mais cessa de l'éviter. Par de petits gestes, lui offrir un café, faire une remarque neutre, elle laissait transparaître une hésitation morale tardive. Elle ne cherchait pas la rédemption, seulement un moyen de supporter le poids de son omission. Sophie Lambert a réagi de manière opposée. Apprenant que Mathieu avait trouvé des preuves matérielles, elle a insisté pour les examiner. La confirmation de ses soupçons a ébranlé sa confiance dans les institutions locales. Elle a compris que la falsification des documents n'était pas due à des défaillances administratives, mais à une action systématique. Son premier réflexe a été de solliciter des contacts extérieurs, des journalistes et des médias régionaux, malgré les risques personnels encourus. Ces réactions individuelles ont commencé à avoir des conséquences collectives. Les rumeurs ont dépassé les limites du village. Un journaliste régional a posé des questions. La mairie a reçu des demandes officielles d'éclaircissement. Ce qui n'était au départ qu'un secret bien gardé a commencé à attirer l'attention extérieure, chose que Saint-Aubin-des-Bois avait toujours évitée. Mathieu devint le point central de cette transformation. Il n'était perçu ni comme un héros, ni comme un vilain, mais comme un catalyseur. Sa présence révéla des failles qu'il était désormais impossible d'ignorer. La pression sur lui s'intensifia, se manifestant par des avertissements indirects, des regards hostiles et des tentatives d'isolement. Pourtant, aucune violence ouverte n'éclata. Le village conserva son apparence civilisée, même sous la menace. Intérieurement, Mathieu était aux prises avec des conséquences personnelles. La certitude de sa découverte le libérait de tout doute quant à la poursuite de ses démarches, mais ne lui apportait aucun réconfort. Il portait désormais la responsabilité de donner voix à une histoire interrompue. Il ne s'agissait plus de curiosité ni de justice abstraite, mais de conséquences bien réelles pour les personnes qui vivaient encore là. La forêt a également réagi symboliquement. Des zones auparavant évitées ont recommencé à être fréquentées, comme si l'espace était reconquis. D'autres ont été clôturées, fermées, sous prétexte de justification technique.
Chaque décision territoriale reflétait la tentative de redéfinir les frontières après la rupture du silence. L'effet le plus significatif fut cependant d'ordre psychologique. Le village perdit sa capacité à feindre l'ignorance. Même ceux qui n'étaient pas directement au courant commencèrent à s'interroger sur ce qui avait été fait en leur nom. L'identité collective, fondée sur la stabilité et le silence, commença à se fragmenter. Les conséquences ne furent ni immédiates ni explosives. Elles furent lentes, cumulatives, érodant les relations et les certitudes. Saint-Aubin-des-Bois était confronté à une épreuve plus difficile qu'un scandale, la nécessité de reconnaître qu'il avait survécu au prix des sacrifices d'autrui. Mathieu observait tout avec une attention contenue. Il savait que la prochaine étape exigerait plus que des preuves. Il faudrait de la résilience. Les premières réactions avaient révélé l'ampleur du problème, mais elles montraient aussi que l'histoire était loin d'être terminée. Le passé avait été mis à nu, et il fallait maintenant décider du sort à en réserver. Dès l'instant où la vérité cessa d'être une simple découverte personnelle, Mathieu comprit qu'il devait changer d'approche. Il ne suffisait plus de réagir aux mouvements du village. Il lui fallait les anticiper. Le défi auquel il était confronté n'était ni physique ni émotionnel au sens classique du terme, mais stratégique. Il lui fallait apprendre à agir dans un environnement qui refusait catégoriquement de révéler ses choix passés. Le premier obstacle survint lorsque Sophie Lambert fut congédiée de son poste à la mairie sous prétexte de rupture de contrat. La décision était trop rapide pour être une coïncidence. Mathieu comprit que tout allié visible serait neutralisé avec la même efficacité silencieuse. Au lieu de reculer, il décida d'assumer directement la responsabilité de révéler ce qu'il avait découvert, protégeant ainsi les tiers des conséquences immédiates. Cette décision exigeait un changement radical de comportement. Mathieu cessa de se déplacer de façon prévisible. Il commença à modifier ses horaires, à emprunter des itinéraires différents et à entreposer des copies des preuves hors du village. L'homme arrivé comme bûcheron temporaire agissait désormais avec une prudence méthodique, conscient que sa pérennité dépendait de sa capacité à ne pas se laisser facilement contrôler. Son évolution personnelle s'est manifestée dans sa façon d'appréhender la peur. Auparavant, la tension provenait de l'incertitude. Désormais, elle provenait de la clarté. Il savait précisément à quoi il était confronté et à qui son silence était bénéfique. Cette compréhension a dissipé l'anxiété diffuse et l'a remplacée par de la concentration. Chaque action a commencé à avoir un objectif précis. Le village a réagi en testant ses limites. Des incidents mineurs se sont produits, une menace à peine voilée déposée devant sa porte, des outils disparus, des remarques insinuant que des accidents se produisaient en forêt. Mathieu n'a répondu à aucune de ces provocations de front. Au lieu de cela, il a tout documenté, transformant l'intimidation en preuve potentielle. Parallèlement, il commença à remarquer de subtils changements chez certains habitants. Des personnes qui, jusque-là, évitaient tout contact, se mirent à l'observer avec une curiosité prudente. Ce n'était pas un soutien explicite, mais cela signalait une fissure dans le consensus établi. L'idée que le silence protégeait tout le monde commençait à s'effriter face à la révélation progressive des faits. Mathieu s'est adapté à cette nouvelle dynamique sans discours, ni appel à la morale. Son succès résidait dans sa capacité à résister à la tentation d'une confrontation émotionnelle avec le village. Il avait compris que la transformation collective ne s'opérerait pas par la persuasion immédiate, mais par l'usure du temps. Rester ferme, présent et constant s'avérait plus efficace que n'importe quelle accusation directe. Les contacts avec les autorités extérieures se firent plus fréquents. Mathieu fournissait les informations au compte-gouttes, évitant de tout dévoiler d'un coup. Cette approche empêchait que l'affaire ne soit rapidement étouffée ou détournée. Il avait compris que maîtriser le rythme était une forme de pouvoir, surtout face à des structures habituées à régler les problèmes en interne. Intérieurement, son identité commença à se transformer. Il cessa de se considérer comme un simple passant et endossa le rôle d'un témoin actif. Il ne recherchait ni la reconnaissance, ni une justice abstraite,
mais la cohérence entre ce qu'il savait et ce qu'il faisait. Ce changement rendit ses décisions plus fermes et moins influençables par les émotions. La forêt, une fois de plus, reflétait cette transformation. L'espace, qui avait auparavant représenté une menace, n'était plus qu'un territoire. Mathieu reprit son travail avec objectivité, sans laisser l'environnement amplifier sa peur. Sa maturité se manifesta dans sa capacité à agir malgré le contexte et non contre lui. L'ultime défi de cette phase survint lorsqu'il reçut une offre informelle de quitter la région en échange de son silence. Aucune menace explicite, seulement une promesse d'arrangement. Mathieu refusa sans discussion. Le triomphe résidait précisément dans le fait de ne pas négocier ce qui ne lui appartenait plus. En refusant, il a consolidé sa transformation. Il n'était plus un simple spectateur des événements, mais un homme prêt à en assumer les conséquences. Cette position a redéfini les rapports de force. Le village restait réticent, mais ne pouvait plus l'ignorer ni le manipuler aussi facilement. La progression de Mathieu ne s'est pas faite par de grands gestes, mais par la constance. Chaque jour passé sur place, chaque information préservée, chaque refus silencieux ont fragilisé la structure qui avait permis la disparition de la famille Morel. Dépasser cette situation n'était pas un aboutissement, mais un état continu, construit par la décision quotidienne de ne pas reculer. L'approche de l'inévitable commença à se manifester concrètement lorsque des véhicules inconnus se mirent à circuler sur la route principale de Saint-Aubin-des-Bois. Ce n'étaient ni des touristes, ni des camions de livraison. Ils s'arrêtaient quelques minutes, observaient, puis repartaient. Le village ressentit le changement avant même de le comprendre. L'attention extérieure, autrefois abstraite, avait pris une forme visible. Mathieu interpréta cela comme un signe clair que l'affaire avait dépassé les frontières régionales. Les informations qu'il diffusait commençaient peu à peu à déboucher sur des enquêtes officielles. Cette prise de conscience n'apporta pas la tranquillité mais l'urgence. Lorsque des structures silencieuses se trouvent sous pression, elles ont tendance à réagir de manière décisive. Les intrigues secondaires commencèrent à se dénouer naturellement. Sophie Lambert, désormais sortie du village, confirma avoir remis des copies de documents au parquet régional. Son départ écartait une vulnérabilité immédiate, mais supprimait aussi un soutien direct. Étienne Caron restait distant, isolé dans sa culpabilité, incapable d'agir de manière décisive. Marie Lefebvre, quant à elle, évitait soigneusement toute discussion sur le passé, optant pour une neutralité tardive. Henri de la Tour, quant à lui, concentra ses efforts. Des réunions informelles eurent lieu dans des résidences spécifiques, toujours la nuit. Mathieu n'avait pas besoin de confirmation directe pour comprendre l'objectif. Harmoniser les versions, anticiper les témoignages, limiter les dégâts. Il ne s'agissait plus de nier l'existence de la cave, mais de la présenter comme un excès isolé d'un autre temps, déconnecté de l'identité actuelle du village. Ce mouvement a renforcé l'impression que le point culminant approchait. La confrontation ne serait pas physique, mais narrative et institutionnelle. Celui qui contrôlerait le récit en contrôlerait les conséquences. Mathieu a adapté sa stratégie en conséquence. Il a organisé l'épreuve chronologiquement, reliant les actions individuelles aux décisions collectives et éliminant ainsi les zones d'ombre de l'interprétation. La tension montait à mesure que le temps pressait. Des dates pour les dépositions commencèrent à circuler officieusement. La mairie reçut des notifications officielles. La marge de manœuvre se réduisait de jour en jour. Saint-Aubin-des-Bois, habitué à tout régler en interne, se trouvait désormais confronté à une logique extérieure, inflexible et formalisée. Mathieu ressentait le poids de ce moment dans les petits choix du quotidien. Où se garer? À qui parler? Quand se taire? La préparation ne consistait pas en de grands discours, mais en une attention absolue aux détails. La moindre erreur pouvait servir à le discréditer, lui et toute la révélation. La forêt, curieusement, redevint un lieu d'activité. Des zones auparavant fermées furent rouvertes, sous prétexte administratif, non pas pour être exploitées, mais pour être inspectées. La cave, désormais officiellement enregistrée,
était devenu un symbole incontournable. Son existence même empêchait tout retour complet au silence d'antan. Les villageois réagirent de diverses manières. Certains manifestèrent un soulagement discret, comme si l'exposition mettait fin à une longue attente. D'autres affichèrent un ressentiment ouvert, reprochant à Mathieu de déstabiliser un ordre qui, malgré ses failles morales, leur avait garanti une certaine prévisibilité. Le village était divisé, même s'il se refusait à l'admettre. Mathieu s'aperçut que sa propre présence commençait à perdre de son importance. L'attention se déplaçait du messager au message. Cette transition était nécessaire au dénouement, mais aussi dangereuse. Une fois le récit devenu autonome, il perdrait le contrôle de son déroulement. La préparation finale consistait à accepter cette perte de contrôle. Mathieu comprenait qu'il ne pouvait pas contrôler le dénouement, mais seulement s'assurer qu'il se produise en se basant sur des faits concrets. La croissance personnelle qu'il avait déjà accomplie lui permit d'accepter cela, sans hésitation. À la veille du premier témoignage officiel, le village semblait suspendu. Aucun événement marquant, aucune confrontation directe, juste le sentiment collectif que quelque chose allait définitivement se briser. La normalité du quotidien persistait, mais sans conviction. Mathieu marchait le long de la route principale au crépuscule, observant les maisons, les visages familiers, les silences ancestraux. Il n'y avait ni triomphe, ni espoir de justice absolue. Seulement la certitude que le point culminant de la tension était proche et que tout ce qui avait été préparé jusque-là convergerait vers un moment irréversible. Le point culminant ne serait pas une explosion soudaine, mais le résultat cumulatif de choix faits au fil des décennies. Et Saint-Aubin-des-Bois, finalement, ne put plus l'éviter. Le jour de la déposition se leva sans aucun signe particulier, ce qui rendit l'atmosphère plus pesante. Saint-Aubin-des-Bois semblait déterminé à conserver son apparence habituelle jusqu'au dernier moment. Les portes s'ouvrirent aux mêmes heures, la cloche de l'église sonna comme toujours, et le café central accueillit ses clients avec la même disposition de table. Pourtant, une certaine rigidité se dégageait des gestes, comme si chacun jouait un rôle trop appris par cœur. Mathieu arriva à la mairie en avance, non pour prendre l'avantage, mais pour observer. 2 véhicules officiels étaient garés devant le bâtiment, confirmant que l'intervention extérieure n'était plus une simple hypothèse. Leur présence modifiait l'espace symbolique du village. Pour la première fois depuis des décennies, les décisions ne se prendraient plus uniquement entre ces murs. Le dénouement commença dans le calme, dans une pièce simple aux murs clairs, avec une longue table. Point de discours enflammés, seulement des questions directes, des documents superposés et des enregistrements reproduits avec une précision technique. La voix de Claire Morel résonnait dans le vieux magnétophone, emplissant la pièce d'un calme qui contrastait avec le contenu. Cela brisa un tabou. Henri de La Tour tenta d'étayer le récit par un contexte historique, évoquant d'autres époques, des pressions économiques et des décisions difficiles. Son discours, éloquent et empreint d'expérience, visait à relativiser les responsabilités. Cela fonctionna quelques instants, jusqu'à ce que les dates commencent à se rejoindre. Les documents falsifiés, les autorisations inexistantes, les récits contradictoires. L'histoire collective commença à perdre sa cohérence. Le tournant s'est produit lorsqu'Étienne Caron, présent à l'improviste, a demandé la parole. Sa décision n'avait été ni annoncée ni anticipée. Visiblement affaibli, il a confirmé l'existence d'une surveillance continue de la cave pendant des mois après la séquestration de la famille Morel. Il a admis que l'objectif initial était de gagner du temps, mais que ce temps n'avait servi qu'à banaliser l'inacceptable. Son discours a anéanti la dernière tentative de traiter l'affaire comme un incident isolé. L'impact fut immédiat. Le récit de l'exception s'effondra, remplacé par une série de décisions collectives et concertées. Le point culminant ne résidait pas dans le dévoilement de nouveaux costumes, mais dans le lien définitif qui les unissait. Le village ne pouvait plus invoquer une ignorance partielle. Il existait désormais
une chaîne d'omissions manifeste. Mathieu resta silencieux pendant la majeure partie du processus. Sa transformation devint alors manifeste. Il n'avait plus besoin de diriger quoi que ce soit. Sa présence suffisait à prouver sa cohérence. L'homme qui avait commencé comme observateur extérieur était désormais indissociable de ce moment décisif. À l'extérieur, le village réagit avec retenue. Pas d'agitation, pas de manifestation, juste des petits groupes, des conversations à voix basse et des regards fuyants. Le point culminant extérieur reflétait le point culminant intérieur, non pas une explosion, mais un effondrement structurel. La décision préliminaire a été annoncée le jour même. Ouverture formelle d'une procédure pénale, mise en détention provisoire des personnes directement impliquées, élargissement de l'enquête à d'autres pistes. Le langage était technique, mais le sens était sans équivoque. Saint-Aubin-des-Bois ne se jugeait plus elle-même. La transformation du protagoniste fut complète dès que Mathieu quitta la mairie. Il n'éprouvait aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire. Seulement un soulagement contenu d'avoir porté le fardeau jusqu'au point nécessaire. Il n'avait pas tout résolu, mais il avait fait en sorte que rien ne puisse plus être enterré aussi facilement. Cet événement a également redéfini le village. Il n'était plus un espace homogène, mais un territoire marqué par des choix explicites. Certains habitants se sont immédiatement éloignés, incapables de faire face à la rupture. D'autres sont restés, tentant de reconstruire une identité qui ne repose pas sur le silence. Dans la forêt, la cave fut isolée, documentée, transformée en preuve permanente. La structure cessa d'être une simple cachette et devint un symbole, non pas d'une horreur spectaculaire, mais de la normalisation progressive du mal. À la tombée de la nuit, Saint-Aubin-des-Bois était méconnaissable, même sans aucun changement visible. Le dénouement n'avait pas mis fin à l'histoire, mais il en avait brisé l'essence même. La vérité, une fois révélée, ne pouvait plus être maîtrisée en secret. Mathieu regagna sa cabane, conscient que son voyage touchait à sa fin. Le conflit central s'était résolu non par des punitions immédiates, mais par quelque chose de plus profond, l'impossibilité de revenir à l'état antérieur. Et cela, plus que toute autre sentence, était irréversible. Les semaines qui suivirent le témoignage transformèrent lentement mais définitivement Saint-Aubin-des-Bois. Il n'y eut pas de rupture brutale avec le passé, mais un processus continu de reconfiguration. Le village dut apprendre à exister sans recourir au silence comme mécanisme de défense. Chaque geste quotidien se chargea d'une conscience nouvelle, dérangeante, mais inévitable. L'évolution de la situation juridique a dépassé le cadre des préoccupations directes des habitants. Les enquêteurs sont retournés dans la forêt, ont cartographié les zones négligées et ont recoupé les anciens documents avec les témoignages récents. Le sous-sol, autrefois unique centre d'intérêt, est devenu un point de départ. D'autres espaces ont été analysés, non seulement physiques, mais aussi administratifs, sociaux et historiques. Il en est ressorti un schéma de décision qui s'était normalisé au fil du temps. Henri de la Tour se retira définitivement de la vie publique. Il n'y eut pas d'emprisonnement immédiat, mais son image devint indissociable de l'affaire. Pour beaucoup, il symbolisait une génération qui croyait protéger le village au prix de choix irréversibles. Son isolement n'était pas imposé, mais choisi, fruit d'une autorité qui avait perdu tout son sens hors du contrôle du récit. Étienne Caron, pour sa part, a pleinement coopéré avec les enquêteurs. Ses aveux publics ne lui ont pas valu l'absolution morale, mais lui ont permis de rompre des décennies de silence imposé. Il a ensuite vécu reclus, non pas comme une punition directe, mais en raison de son incapacité à se réintégrer pleinement dans un espace qu'il avait contribué à pervertir. Son parcours est devenu un exemple de la façon dont une omission prolongée engendre des conséquences durables. Marie Lefebvre maintint la boulangerie ouverte, mais l'endroit cessa d'être un simple lieu de rencontre. Il devint un espace de conversation prudente, de tentative de compréhension tardive. Elle ne se positionna ni comme accusatrice, ni comme défenseur.
Sa présence continue symbolisait la part du village qui devait apprendre à vivre avec le souvenir sans le nier. La forêt a fait l'objet d'un processus de reclassement. Les sentiers ont été officiellement rouverts, les zones cartographiées et les limites redéfinies. L'environnement naturel n'était pas en cause, mais avait été instrumentalisé à des fins de dissimulation. En étant réintégrée de manière transparente dans l'espace public, la forêt a perdu son rôle symbolique de complice silencieuse. Mathieu suivit ces événements de loin. Son contrat était arrivé à son terme, sans qu'aucune tentative de renouvellement ne soit faite. Son départ du village fut discret, presque banal. Il n'y eut ni adieux officiels, ni remerciements publics. Pourtant, sa présence demeurait perceptible dans les effets produits, non pas dans les relations entretenues. Avant de partir, Mathieu visita une dernière fois la cave. Désormais entouré, identifié et protégé par les protocoles officiels, l'espace avait perdu son caractère clandestin. Il n'y avait plus de mystère, seulement des preuves. Il comprit que le poids de ce lieu ne résidait pas dans sa structure, mais dans le temps qu'il avait fallu pour qu'il soit reconnu. Le parcours de Mathieu n'a pas abouti à une rédemption collective ni à une justice immédiate et totale. Ce qui s'est instauré, c'est quelque chose de plus dérangeant et de plus durable, la responsabilité partagée. Saint-Aubin-des-Bois ne pouvait plus imputer ses erreurs à des individus isolés ou à des circonstances exceptionnelles. Il lui faudrait désormais se confronter à sa propre propension à normaliser l'inacceptable. La fin de l'histoire n'apporta aucun réconfort. Certains habitants choisirent de partir, incapables de renouer des liens dans un lieu qui exigeait désormais un travail de mémoire actif. D'autres restèrent, confrontés au défi de redéfinir leur sentiment d'appartenance sans recourir au déni. Le village continua d'exister, mais sans l'illusion d'une innocence collective. En quittant la région, Mathieu comprit que sa transformation personnelle ne résidait pas dans la révélation d'un crime, mais dans le refus de la facilité de l'oubli. Il ne devint ni un symbole, ni une figure publique. Il devint quelqu'un capable d'assumer les conséquences de ses actes sans attendre de reconnaissance. L'affaire de la famille Morel a été consignée dans les archives officielles, non comme un mystère non résolu, mais comme un exemple de la façon dont les communautés peuvent s'égarer lorsqu'elles confondent stabilité et silence. Leur nom a cessé d'être chuchoté et a été inscrit dans les registres. Ce changement, bien que tardif, a rompu le cycle de l'invisibilité. Au final, Saint-Aubin-des-Bois n'a pas été détruite par la vérité. Elle a été contrainte de mûrir sous son poids. La conclusion n'a pas apaisé la douleur, ni réparé les pertes. Mais elle a établi une limite claire. Certaines histoires, une fois mises au jour, ne peuvent plus être effacées. Et apprendre à vivre avec cela est devenu le véritable aboutissement. Des années plus tard, la cave demeura fermée, non par oubli mais par respect. De rares visiteurs lisaient le simple panneau et poursuivaient leur chemin en silence. Saint-Aubin-des-Bois ne retrouva jamais sa tranquillité d'antan, mais gagna autre chose, une vigilance morale. Le nom de Morel commença à être enseigné à l'école du village comme un avertissement historique. Mathieu ne revint jamais, mais il apprit, par d'autres, que personne d'autre n'avait tenté de dissimuler la forêt. Certaines blessures ne guérissent pas. Elles empêchent seulement de nouvelles chutes dans le même abîme. L'avenir du village demeura prudent, attentif aux petits choix du quotidien, conscient que le silence peut aussi être une décision dangereuse lorsque personne ne remet absolument rien en question. Cette histoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit en chaque lecteur qui s'interroge sur les limites qu'il serait prêt à franchir pour protéger sa communauté, sa famille ou sa propre tranquillité d'esprit. Si ce récit a suscité chez vous un malaise, une réflexion ou une inquiétude, partagez-le. Parlez-en, remettez en question les conclusions trop faciles et les silences complaisants. Les histoires comme celle-ci n'atteignent leur but que lorsqu'elles suscitent le dialogue, la mémoire et la responsabilité. Laissez un commentaire, discutez des interprétations, réfléchissez aux choix collectifs.
Car ce souvenir n'est pas seulement un acte du passé, mais une décision active au présent, capable d'empêcher que les erreurs du passé ne se répètent sous de nouvelles justifications et de nouveaux noms, consciemment adoptés par tous.